Donc, nous allons passer tout de suite au premier panel. Donc, ce panel va permettre aux directeurs généraux des institutions de gestion du patrimoine culturel de nous présenter un premier bilan sommaire. C'est extrêmement difficile, on va voir, de faire un bilan exhaustif maintenant à ce niveau, mais on a tenu à les inviter en vue de comprendre ce qui se passe dans ces institutions et de quoi nous parlons en termes de plan de relance. Donc, pour faire ceci, je vais d'abord vous faire une présentation du contexte dans lequel nous évoluons maintenant. Je vais parler rapidement de la destruction du patrimoine culturel à Port-au-Prince et des défis en vue d'un plan de relance en termes de cadre, et en commençant par le contexte. Donc, pour comprendre ce qui se passe maintenant, il faudra remonter aux années 2018-2021. En juillet 2018, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a augmenté les prix de carburant jusqu'à 51%, et des milliers de personnes sont descendues dans la rue. En 17 octobre 2018, c'est le début de grandes manifestations concernant le scandale du Petro-Caribé. Et le 31 août 2019, on a eu un rapport accablant de la Cour supérieure des comptes et des contentieux administratifs sur la corruption gouvernementale. 2 milliards de dollars de fonds mal gérés. De juin à novembre 2019, on a connu de violentes manifestations en Haïti et le lancement de ce qu'ils ont appelé le pays LOC. De novembre 2018, novembre 2019, on a connu des affrontements entre gangs ou des massacres dans les quartiers de la Saline et du Bel-Air. Et en juin 2020, c'est la Fédération des gangs et une nouvelle alliance a été créée, connue sous le nom de G9 en famille et alliés. Donc, rapport sur la corruption, manifestation massive, et un pays LOC, massacre reporté par les journaux et fédération de gangs. La situation va s'aggraver à partir de 2021 avec l'assassinat du président Jovenel Moïse, mais aussi avec le tremblement de terre du 14 août 2021 dans le sud qui a compliqué la situation. Donc, on a connu une évolution de la situation avec, on a vu que des gangs avaient accès à des armes de type militaire, des armes très lourdes qui dépassent largement les capacités de la police, et les gangs ont formé de nouvelles coalitions. Donc, ce sont des images de gangs dans le quartier de La Saline et dans le port terminal Val. Donc, les études ont montré que les gangs ont occupé des territoires importants dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et là, c'est une étude de Global Initiative qui nous dit qu'il y a plus de 200 gangs en Haïti, mais plus de 95 gangs à Port-au-Prince. C'était en octobre 2022. Je suppose que la situation a évolué depuis. Donc, et on voit que les gangs occupent des portions importantes du territoire et de Port-au-Prince et du sud au nord. Donc, l'organisation Inside Crime a aussi fait une évaluation, surtout pour le gang Crasé Barrière, et qui fonctionne jusque dans le sud, jusque Port-au-Prince vers Fort-Jacques. Donc, c'est-à-dire que toute la région métropolitaine de Port-au-Prince est occupée. Maintenant, mais pour comprendre, est-ce qu'il y a, on peut parler de destruction généralisée du patrimoine dans la région occupée par les gangs? Et on peut poser plein de questions, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a une destruction de biens culturels, c'est qu'il y a un affaiblissement des capacités de gestion des institutions et il y a une perturbation du réseau social du patrimoine culturel. Donc, pour comprendre ça précisément, il faut comprendre que Port-au-Prince, dans les 40 dernières années, est l'objet de l'émergence d'une nouvelle scène artistique. De Rivière-Froide, après Carrefour, jusqu'à Noailles, dans le nord, de Carrefour-Fer à Sade, du centre-ville de Port-au-Prince, la Grande Rue à Soissons, on a vu l'émergence de beaucoup de centres de création. Donc, à Rivière-Froide, à Carrefour-Fer, à la Grande Rue, au Bel-Air. Donc, ce sont des centres importants qu'on a vus. Et
il y a eu, parmi les universitaires aussi, un intérêt croissant pour l'étude de cette nouvelle scène artistique. Et il y a eu des livres, des articles, des documentaires, des expositions. Donc, on connaît et que Port-au-Prince est maintenant est extrêmement riche en matière de nouvelles expressions dans le contexte post-dictature. Donc, à Rivière-Froide, c'est les sculptures de pierre et la récupération et ces sculptures de pierre qu'on peut voir dans une exposition à Brooklyn de Tipelin, remarquable œuvre en granit. Donc, c'est aussi à Cafoufeuille. Donc, on connaît des sculptures géantes de Lionel Saint-Éloi. On peut voir dans le background le quartier de Cafoufeuille et ses sculptures géantes. Donc, Lionel Saint-Éloi aussi est connu pour être un très bon peintre. Ici, Lionel rêve de la joie de vivre dans l'île. Lionel qui est dans son quartier, on peut voir la dimension des pièces de Lionel à côté de sa photo. Mais Cafoufeuille est aussi le lieu de vie de Mirland Constant, très connu pour les drapeaux du Vaudou, et il y a beaucoup de production. À Bel-Air, on a étudié Pierrot Barra, qui est un artiste haïtien important, près du Vaudou, président d'une société Bizango à Bel-Air, et sa femme Marie Cassez, donc extrêmement célèbres, qui ont vendu leurs pièces au marché en fer. Et on connaît aussi David Boyer à Bel-Air. Ici, on voit des photos prises par Carlos Elius. Donc, mais le clou à Port-au-Prince, c'est au centre de Port-au-Prince, à la Grande Rue, où des artistes ont créé un lieu important qu'ils appellent Artistes Résistance. Et la création artistique devient, au centre de Port-au-Prince, une forme de résistance et de survie. Et ils ont même créé ce qu'ils appellent le ghetto biennal. Donc, c'est une célébration continue de la vie et de la liberté. Donc, on voit ici les œuvres de Sella, Jean-Hérard Seller. Donc, comme je pense que ces œuvres présentent une unité de l'art et de l'homme au cœur de la diversité des défis, de la misère et de la diversité des matériaux. Donc, André Eugène, un des artistes importants de la Grande Rue, a créé un musée d'art au cœur de la tumulte à la Grande Rue. Donc, il appelle E Pluribus Unum. Donc, c'est l'unité au cœur de la diversité. Donc, André Eugène fait un hommage permanent à Baron Samedi dans ses œuvres. Donc, pour mettre en dérision la vanité humaine, les contradictions de la société et de la nature. Donc, beaucoup d'artistes ne sont pas aussi renommés, n'ont pas le renommé des grands groupes, et ils vendent leurs œuvres quand même au marché en fer, qui est un espace où l'art haïtien ou l'art de Port-au-Prince est exposé en permanence. Donc, dans de nombreux marchés de rue aussi, on voit ça. Donc, et en dehors du centre de Port-au-Prince, à la ville, au village artistique de Noailles, donc on connaît la présence de sculpteurs du fer découpé, mais aussi des expériences importantes au niveau social de l'art en train de se faire, où des femmes se sont mises à sculpter le fer découpé. Donc, l'histoire de ces femmes, des sœurs Balin, a été racontée par Ilse Walls, donc, dans un article important qu'elle a publié. Le village artistique de Noailles, c'est 80 ateliers d'artistes et d'artisans transformant des doubles métalliques en objets d'art. Et comme on peut voir, donc, il y a une superposition entre ces expressions de l'art en Haïti et le territoire occupé par les gangs. Donc, les ateliers d'artistes et les marchés sont au cœur de ces territoires. Les écoles et les bibliothèques, les églises et les temples vaudous, les institutions culturelles nationales, les galeries d'art, les espaces d'exposition sont au cœur de la tourmente. Donc, et c'est ce qui a permis aux gangs de les attaquer. Et on a enregistré des attaques de gangs sur des temples vaudous, des églises, des écoles, des bibliothèques, des bâtiments universitaires, des ateliers d'artistes et des espaces de marché. Donc, et la Bibliothèque nationale, l'École nationale des arts, l'École normale supérieure et le Collège Saint-Martial ont récemment, dans le mois de mars et avril, ont connu des attaques, des pillages et du vandalisme. Donc, mais aussi des églises. Et pendant les 3 dernières années, Ewol Josué a dénoncé systématiquement des péristyles incendiés par des gangs. Son péristyle lui-même, le péristyle de Marty fondé en 1965, a été l'objet
vandalisme et on a mis le feu à son péristyle. Donc, et les ateliers d'artistes et les marchés aussi. Donc, du 12 au 17 octobre 2022, le village noir a été le théâtre d'affrontement entre des gangs armés, crasés barrières et 400 marosos. 15 villageois tués, 7 personnes tuées dans une seule journée le 17 octobre et un ensemble d'ateliers et d'espaces de vente. Et au moins 8 magasins ont été entièrement incendiés en Noailles. On va en parler demain, et j'espère avec Barbara Prezo. Donc ici, le RNDDH, le Réseau national et de défense des droits humains, a obtenu des Ça, c'est à Joupa. De propriétaires. Mais comme on dit, à Joupa ensemble. 30 ans de travail. Men. Men. Mais à Joupa, le monde. On imagine la souffrance de ce petit entrepreneur, artiste et artisan et devant la destruction de son travail réalisé pendant 30 ans. Donc, mais aussi à Carrefour, on a connu pendant plus d'un mois et la terreur des gangs, 104 personnes assassinées, des femmes violées, collectivement 14 personnes blessées par balles, des maisons pillées. Et parmi ces maisons, on a connu aussi la destruction de Farmcraft, un atelier créé par Lionel Saint-Éloi et son fils, donc, dont on parlait tout à l'heure. Mais les institutions culturelles nationales n'ont pas été épargnées et on n'a pas encore une documentation systématique de ce qui s'est passé, mais l'ISPAN a publié récemment un texte pour commémorer son 45e anniversaire qu'il dit c'est sur un fond d'inquiétude, de préoccupation et d'incertitude. Donc, on a essayé de mettre le feu à 2 reprises à son bâtiment et l'ISPAN travaille dans une situation difficile au Champ de Mars pendant les 2 dernières années. Donc, l'ISPAN a dénoncé l'obscurantisme qui, selon lui, met le patrimoine en danger. Le patrimoine bâti est en train de payer un lot tribut. On va voir le directeur général de l'ISPAN qui va nous en parler, mais on a aussi l'information que des gangs ont occupé brièvement le Fort Jacques pendant ces 2 dernières années. Donc, cette situation nous pose devant un ensemble de défis dans la gestion et la conservation du patrimoine. Et c'est cette question que nous voulions aborder dans ce webinaire. Il y a une manque d'évaluation des besoins et des priorités en raison de l'insécurité et du nombre limité de personnes ayant accès à certains sites. Il y a un manque d'épargne, il y a une décapitalisation réelle des artistes et des institutions, donc avec la situation économique qui se dégrade. Il y a aussi un manque de connaissances précises sur l'état de conservation du patrimoine. On n'a pas de données en ligne qui nous permettent de suivre des choses et de comparer. Donc, il y a aussi un manque de capacité de stockage. Et quand il y a ces choses dans ces zones où il y a des menaces, ces artisans ou ces institutions n'ont pas la capacité de déplacer temporairement leurs œuvres. Donc, il y a aussi une migration des ressources humaines. Beaucoup d'institutions ont vu leurs employés partir, les institutions publiques et privées, et nous avons formé un ensemble de personnes à la récupération et à la conservation de biens culturels, et la plupart sont partis. Une institution que je connais bien, c'est le Centre de conservation de biens culturels de l'Université Quisqueya. Donc, et on a connu la migration permanente de 3 des jeunes professionnels formés. On a eu la difficulté à couvrir les frais de fonctionnement et à fournir les salaires aux restaurateurs. Le secteur culturel n'a pas la capacité de couvrir ne serait-ce que les coûts de conservation. On travaille avec beaucoup d'institutions qui ont de la peine à monter un projet de conservation parce qu'ils n'ont pas la capacité de supporter les coûts. Et on a aussi un problème d'espace pour accueillir une grande capacité d'œuvre. Donc, on est probablement à un moment de transition politique. C'est aussi partie du contexte. Et il y a un décret qui est sorti, il y a tout un débat autour de ce décret. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un ensemble de questions et que la situation pose. Et ce sont ces questions que je voulais qu'on voulait aborder avec les directeurs généraux des institutions. Et la première question, est-ce que ils peuvent faire un bilan sommaire des destructions touchant les biens culturels
sous leur responsabilité, notamment à Port-au-Prince au cours des 3 dernières années, et quels sont les défis spécifiques au renforcement des capacités de l'institution. Et pour, en vue, comme on a vu dans la Charte de Venise, l'une des fonctions des institutions, c'est d'assurer la permanence de l'entretien des biens culturels sous leur responsabilité. Donc, ce sont ces deux questions que nous allons essayer d'aborder. Les institutions seront, les directeurs généraux seront libres d'adresser ces questions bon, à leur guise. On n'a pas imposer une grille de réponse. Donc, on leur a laissé la possibilité de présenter comme bon leur semble la situation des institutions, que nous appelons des institutions de mémoire en Haïti. Donc, on va commencer avec Patrick Durandis, qui est le directeur général de l'ISPAN. Et Patrick va nous parler des sites et des monuments. Ensuite, je n'ai pas vu Wall Josué aujourd'hui, donc je ne sais pas s'il va arriver, mais je sais que Wilfried Bertrand des Archives nationales d'Haïti est là, dans le panel. Je sais aussi que Mupana est là avec Jean-Claude Le Gagneur. Donc, si les autres arrivent à un moment de la durée, ils vont aussi prendre part au panel. Mais je voudrais accueillir Patrick Durandis, notre ami, et qui va parler de la situation de l'ISPAN. Patrick, tu es là?